Bonjour à tous et bienvenue sur l'Institut des Libertés pour une nouvelle émission un peu spéciale, évidemment avec Charles Gave, vous en doutez bien. Toutes les émissions sont spéciales. Voilà, toutes les émissions sont un peu Mais spéciales celle-là d'une certaine particulièrement manière. spéciale. Voilà. Et puis notre invité d'honneur, donc Monsieur Xavier Roffer, criminologue et puis expert en tout, j'ai envie de dire un petit peu. En criminalité. En criminalité avant tout. Contrairement aux autres, je ne parle jamais. Je suis un mec extrêmement bizarre. Je parle des problèmes que je connais. Ouais. Voyez-vous? Donc, d'une part, alors, la stratégie, la géopolitique. Bien entendu, le crime est devenu mondial. Et puis, toutes les histoires qui touchent à l'illicite et à l'illégal, les histoires de milices, les histoires de bandes armées, etc., comme on en voit beaucoup au Moyen-Orient. Et voilà la raison pour laquelle je m'intéresse en ce moment tout spécialement à cette région du monde. Tout à fait. Donc évidemment, on parle de l'Iran, ce qui se passe en Iran en ce moment. Donc déjà, je propose de faire un petit point militaire avant tout, c'est-à-dire savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment. Est-ce que les États-Unis sont en train de se faire écraser? Est-ce qu'ils sont en train d'écraser l'Iran? Est-ce que la réalité est un peu plus diffuse? Est-ce que aussi, tout simplement, la capacité de nuisance de l'Iran nécessite pas grand-chose pour justement arrêter complètement le détroit d'Ormuz, ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce qu'il y a des conditions de passage spéciales pour le détroit d'Ormuz pour certaines marchandises et selon certaines conditions, notamment conditions de paiement? On va voir ça avec vous. Donc tout d'abord, comment vous feriez une sorte de panel général de ce qui se passe en ce moment dans la région? D'abord, oui, on va le faire, mais d'abord, je voulais dire deux choses qui sont très importantes. Ce que je vais faire s'appelle un diagnostic. Le diagnostic a été inventé dans l'art médical et celui qui fait un diagnostic n'y prend aucune espèce de plaisir, ni de fâcherie, ni de souffrance. Je dis les choses parce que, après avoir écouté des gens qui sont sur le terrain, elles m'apparaissent justes, parce que ce sont très souvent des gens que je connais depuis longtemps, donc il y a un climat de confiance entre nous. Et deuxièmement, parce que seul le diagnostic précis permet par la suite de trouver un traitement. C'est-à-dire que si vous faites un mauvais diagnostic pour le patient reste malade ou alors pire, il meurt. Donc dans notre domaine à nous aussi, le domaine de la stratégie, le domaine de la géopolitique, il faut faire des diagnostics, il faut les faire justes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, comme je vous le disais tout à l'heure en riant, c'est une région que je connais très bien. Les lieux dont il va être question, je les connais, j'y suis allé, je connais les gens sur place et donc ce depuis 30 ans. Et j'allais dans les Émirats Arabes Unis à peine indépendants à la fin des années 80, voyez-vous, donc ça remonte pas bien, ça fait 40 ans, et donc c'est une région que je connais, donc je connais les habitants sur les deux rives, voyez-vous, donc voilà, je peux en parler avec un peu de confiance. Donc qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Il faut dire les choses calmement, prudemment. L'histoire militaire qui a commencé voilà pratiquement 2 semaines est mal engagée. Elle est mal engagée parce que les réactions d'un camp par rapport à l'autre ont, me semble-t-il, et semble-t-il à ceux avec qui je parle, été mal étalonnées. Et à l'heure actuelle, on assiste au phénomène suivant. Premièrement, dans les premiers jours de bombardement américano-israélien sur l'Iran, l'Iran a riposté. Qu'a-t-il fait ? Il a commencé systématiquement, et alors on va voir après ça pourquoi, mais avec une précision extrême, bien plus précisément que tout ce qui avait pu être fait par les Iraniens pendant la guerre des 12 jours à la fin juin 2025, dernier, ouais. Voilà, taper des objectifs extrêmement précis qui sont les bases de missiles antimissiles et les bases au sol des satellites qui permettent de guider tout ça. C'est-à-dire que en Jordanie, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, dans le Royaume d'Arabie Saoudite et au Qatar, Bahreïn. Pratiquement toutes les... Bahreïn, bien entendu. Et, oui, mais à Chypre, je vais revenir après, mais ce n'est pas des radars. Toutes les bases importantes de radars et de dispositifs missiles antimissiles, c'est-à-dire Patriot et une autre catégorie à plus longue portée et à distance qui s'appelle THAAD ou THAAD en anglais. Donc, toutes ces bases-là ont été frappées. À l'heure actuelle, la dernière a été frappée hier, je crois, en Arabie Saoudite, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, ce qui fait que ça rend à longue distance les pays en question quasiment aveugles.
Dans un premier temps également, les Iraniens ont tiré toute la vieille quincaillerie dont ils avaient des stocks, c'est-à-dire des drones de catégorie assez ancienne, pas très rapides et pas très lourds et emportant des charges plutôt faibles, et des fusées assez peu perfectionnées. Et maintenant, ça s'aggrave. C'est-à-dire que plus ça va, plus les missiles sont importants en taille, en capacité de frapper à distance. Certains d'entre eux, qui s'appellent Khorramshahr, du nom d'une ville iranienne, ont une portée de 2000 km et emportent jusqu'à 2 tonnes d'explosifs. Et ça fait des dégâts quand même extrêmement graves. Voilà. Donc il y a eu une appréciation, fausse, ou en tout cas peu rigoureuse, des capacités de réaction de l'adversaire. Et à l'heure actuelle, la situation est telle, avec un blocage de facto, que l'inquiétude commence à régner dans la région. Ça va pas être chirurgical. La population, alors, une fois de plus, quels sont les motifs de ça ? Soit parce qu'ils sont terrifiés, soit parce qu'ils soutiennent le régime, ou quels que soient les motifs entre les deux. Il n'y a pas eu de révolte de la population, même dans les grandes villes, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de fuite à l'étranger non plus. Il y a des... J'essaye de dire ça de manière discrète, mais il y a des gens dont c'est le métier de surveiller ce qui se passe à la frontière de l'Arménie et à la frontière de la Turquie, qui sont les 2 frontières accessibles aux Iraniens. Et donc, il y a, en dehors de la circulation habituelle des gens qui font l'aller-retour, il n'y a pas une fuite de la population évidente. Donc, cette situation, le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les temps qui viennent est de nature à encourager des fuites en avant. Donc, c'est ça l'inquiétude à l'heure actuelle. Et alors, venons 3 minutes sur les sources de ce conflit. La manière dont ça nous est présenté, ou en tout cas dont c'est présenté par l'administration Trump, et je pense que c'est à peu près la vérité, c'est que les Israéliens les ont probablement convaincus, peut-être avec raison d'ailleurs, que les Iraniens étaient sur le point, ou même venaient de créer des ogives nucléaires. Peut-être qu'ils étaient sur le point de le faire, et il semblerait que pour Israël, c'est un problème de vie ou de mort, c'est-à-dire que eux, ils sont prêts à crever plutôt que de laisser l'Iran avoir des ogives nucléaires. L'administration Trump a dit « Ok, on va intervenir, on va réduire à néant les capacités nucléaires et même les capacités militaires globales du pays, et on va même aller encore plus loin, puisque en fait, on n'a pas envie d'intervenir tous les 6 mois, on n'a pas envie de refaire l'intervention de juin, ni de refaire des interventions comme ça tous les 6 mois. Donc on va aller même faire un changement de régime, déposer les mollahs. Ils ont d'ailleurs ciblé la tête du régime dès le premier jour. Est-ce que ça, c'est la vérité, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte aussi sur les raisons pour lesquelles les États-Unis sont intervenus ? Personne d'à peu près sérieux ne croit à l'imminence d'une fabrication de bombes atomiques par l'Iran. On est dans le classique, quand on va tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, c'est à peu près ça. Et puis on a vu que même en termes de mensonges pour initier une offensive ou une agression, on n'avait pas été extrêmement originaux, parce qu'on nous a déjà fait le coup avec Saddam Hussein. Et puis voilà, donc ok, bon, très bien, ils vont voir la bombe atomique. Mais il y a plus grave que ça dans le lointain, parce que il y a déjà une bonne décennie, mais j'ai discuté avec des gens qui avaient des responsabilités importantes dans la République islamique d'Iran. Je les ai vus en pays neutre, on a parlé comme ça tout un après-midi, et ils m'ont fait part de quelque chose qui m'a semblé intéressant comme idée. Ils ont dit « Nous avons le plus grand mal à simplement engager le dialogue et la discussion avec la partie américaine. On n'y arrive pas. C'est-à-dire quoi que ce soit... Ça, c'était récemment ? Non, ça fait plus de 10 ans. D'accord. C'était avant la première série de négociations qui avait abouti à la période de calme du temps d'Obama. Oui. Et donc, ceux qui ils m'ont dit qu'à la fin, ils avaient compris une chose, c'est que pour discuter avec les États-Unis, plus qu'avec telle ou telle administration, mais en général pour discuter avec la partie américaine, il fallait que la discussion soit à base de chiffres. C'est-à-dire que avec l'affaire du nucléaire, il y avait, comme on dit, du grain à moudre en matière de négociation, parce que vous avez droit à tant de centrifugeuses, non, on en veut tant, mais vous en aurez tant d'enrichissement, etc. Donc là, tant qu'il y avait des chiffres, ça allait bien, mais des discussions plus théoriques, c'était très difficile pour eux, et donc c'est pour ça que les affaires du nucléaire,
civiles ou non, hein, naturellement, je ne peux pas juger de ça moi-même, mais ont été mises en avant. Et puis deuxièmement, la méthode employée pour arriver à changer le régime en Iran affole et consterne tous ceux qui ont une connaissance même modeste de ce que c'est que l'islam chiite. Depuis l'origine, c'est un pouvoir ésotérique avec une forte dose de mysticisme dans laquelle on ne sait si les dirigeants officiels affichés du pays sont vraiment ceux qui dirigent. Toute personne qui connaît l'histoire du chiisme sait que cette tendance minoritaire au sein de l'islam a été dès l'origine atrocement persécutée par les califes sunnites, d'abord les Abbassides à Bagdad et après ça toujours et historiquement, et ils ont été obligés dès le départ de concevoir des méthodes de secret et de dissimulation pour camoufler leur foi réelle. Ils étaient aussi en danger, je sais pas, que les protestants du Midi sous Louis XIV ou quelque chose comme ça. Ils étaient menacés de mort, les familles étaient menacées d'être envoyées en esclavage et les chefs de famille menacés de mort. Donc ils ont développé des techniques de secret et de dissimulation. Ce que nos amis américains devraient savoir, puisque c'est ces méthodes-là qui font que pendant le deuxième mandat de Reagan, lors de l'affaire appelée l'Iron Gate, les Iraniens les ont roulés dans la farine, mais comme des bleus, quoi. Leur faisant faire des choses, leur mentant pour les amener à aller sur certaines positions plutôt que certaines autres. Et cette capacité du régime iranien à se protéger lui-même derrière le mystère, et deuxièmement, à amener les autres à se tromper en leur présentant les choses d'une certaine façon délibérément mensongère. Il y a même des fatwas dans l'islam chiite qui interdisent aux chiites de dire la vérité aux quelqu'un des autres, y compris même les musulmans sunnites, quoi. Voilà. Donc on sait que le régime iranien a cette tradition-là derrière lui, et deuxièmement, troisièmement, parce que c'est le troisième point, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a deux systèmes politiques au monde qui sont issus d'une longue période de guérilla et de guerre civile. C'est celui de la Chine populaire. Le Parti communiste chinois a été fondé vers 1920, ils sont arrivés au pouvoir pratiquement 30 ans plus tard, en 1949, et le régime islamique d'Iran, qui est issu d'une espèce de révolte, puis de guérilla, puis de guerre civile, qui a duré quasiment une décennie. Donc ce sont des régimes qui, dès le départ, ont en eux une forte dose de clandestinité, de secret, dans leur tradition politique, si vous voulez, et le fait de penser que, comme on pourrait le faire avec une tribu de peaux-rouges, il suffit de tuer le chef de la tribu et puis tous les peaux-rouges se démandent, eh ben c'est pas le cas, donc comme on le voit à l'heure actuelle. Donc la situation est inquiétante parce qu'elle semble, en tout cas du côté américain, avoir été mal préparée et mal prévue. J'ai rien à dire sur le fait que les Américains décident que c'est une menace pour eux et décident de liquider cette menace. Tout le contexte politique et le contexte stratégique autour de cette affaire me paraît mal embarqué. Ouais. Mais alors, est-ce que ce régime, c'est un régime très solide, hein, avec 125 000 gardiens de la Révolution. D'ailleurs, on note pas de défection particulière dans l'armée régulière pour rejoindre les manifestants. En revanche, est-ce qu'il y a des moyens de savoir si le régime est véritablement impopulaire? Parce qu'il y a quand même pas mal, il y a eu des grosses manifestations dernièrement, un nombre de morts certainement à 4 chiffres dans la répression. Alors après, savoir si c'est entre 5 000 et 35 000, moi je sais pas où se situe la vérité, mais enfin ça avait l'air suffisamment sanglant quand même pour être notable. Et là-dessus, est-ce qu'il y a des moyens de savoir si le régime montre des signes de fragilité ou absolument pas? Depuis le départ, c'est un régime qui est organisé selon des principes qui diffèrent des nôtres. C'est-à-dire que dans le monde européen et par extension occidentale, toute structure sociale comportant plus de 10 individus est sous la forme d'une pyramide. Au sommet, il y a le pape
Et puis à la base, tout en bas, il y a tous les petits curés. Au sommet, il y a le président du Paris Saint-Germain, par exemple, et à la base, il y a tous les petits footballeurs. Il y a le président de la République et puis tous les Français. Donc tout a le Vatican, tout a plus ou moins la forme d'une pyramide. Ce qui n'est pas le cas dans un système qui est assez largement ignoré en Europe, mais ignoré volontairement, parce que ça peut se savoir, c'est pas secret, il suffit de lire des livres et puis on le sait, qui s'appelle le système du Maktab. Le système du Maktab, c'est la petite école dans laquelle on apprend le Coran et puis on apprend les rudiments de l'écriture et de la lecture. Et ce système-là, qui est différent du système associatif, en France, c'est l'association loi de 1900, etc., a la forme de quelque chose qui est totalement différent d'une pyramide, c'est à la forme d'une constellation, d'un système solaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au milieu et des cercles concentriques qui gravitent autour. Donc, à partir du moment où je vois en première page du New York Times ou en première page du Jérusalem Post quelque chose de pyramidal avec Khamenei en haut en disant « alors on a dégommé celui-ci, on a dégommé celui-là », ça me paraît assez peu logique, si vous voulez, et ça me paraît assez peu, sérieux. Puisque, je vais vous confier un secret, il y a longtemps de ça, j'ai été entendu comme expert aux États-Unis par une cellule de la CIA dont le job était de traquer Oussama Bin Laden dans le début des années 2000. Et j'avais eu une discussion avec eux et j'avais commencé cette discussion. C'est comme les dialogues de Platon, vous savez, il faut savoir comment accrocher les choses pour pouvoir dialoguer simplement en bonne connaissance de la pensée des uns des autres. Et je leur avais dit, en 2002, j'étais à New York, il y avait les moments du 11 septembre 2002, quoi, voilà. Pourquoi y avait-il des bateaux dans l'Hudson de guerre, les hélicoptères, l'armée dans les rues, la garde civile dans les rues, etc. Ils m'ont regardé comme si j'étais simplet et ils m'ont dit, mais parce que c'était le premier anniversaire du 11 septembre 2001. Je leur ai dit, comment fête-t-on un anniversaire dans une civilisation qui est fondée sur un calendrier lunaire ? C'est impossible. Vous demandez à n'importe quel musulman fervent 3 ans après, à quelle date était le ramadan 3 ans avant, il est obligé de faire des calculs extrêmement complexes parce qu'avec le calendrier lunaire, le ramadan avance de 11 jours tous les ans. On ne peut pas fêter d'anniversaire. Donc, dans le système de pensée d'Oussama Bin Laden, il ne lui était... L'IRA en Irlande fête les Pâques sanglantes tous les ans parce qu'il y a un calendrier fixe. Mais comment voulez-vous fixer les anniversaires avec un calendrier mobile ? Voilà, c'est des erreurs culturelles fondamentales qui font que les gens peinent à s'imaginer que les autres fonctionnent pas comme eux et que Téhéran, c'est pas Milwaukee, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vous répondre que, je ne sais pas qui sont ceux qui vraiment en sous-main dirigent la République islamique d'Iran. Ça m'étonnerait que ce soit ceux qui sont affichés parce que cette tradition ésotérique millénaire, la scission entre les sunnites et les chiites, elle remonte au 7e siècle. Voilà. Juste la mort de Mohamed. Voilà. Bah oui, et après ça, le califat de l'imam Ali. Et donc, d'une part, et deuxièmement, le fait de déclarer depuis New York ou depuis, je sais pas moi, Paris, que ça a la forme d'une pyramide et il suffit de faire tomber les sommets de la pyramide, me paraît assez peu fondé. Voilà. Et ensuite de ça, pour répondre à votre question, on ne sait naturellement pas ce qui se passe par la tête des gens. D'ores et déjà, je peux vous dire une chose, c'est que la partie chiite de l'Irak a été complètement impossible aux Américains. Ils n'ont jamais pu s'y implanter durablement quand ils occupaient militairement le pays. À l'époque, en Irak, dans la population chiite, il y avait un mollah pour 3000 habitants, en gros. Ça, on le sait, pour sûr. En Iran, aujourd'hui, il y a un mollah pour 300 habitants. Pour la population de base. Alors évidemment, la grande bourgeoisie des villes, elle est un peu en dehors de ce système-là, mais la population de base, elle est encadrée. Donc je me demande si elle va se révolter. Soit qu'elles ne le veuillent pas, ou soit qu'elles ne le peuvent pas, mais en gros, ça revient au même. Personne dans la région, y compris même les gens des services spécialisés des pays du Conseil de coopération du Golfe, ne pense que le régime va tomber et que la population va se révolter. Voilà. Même pendant la guerre
des 12 jours, les gens aux Émirats Arabes Unis ont vu des opposants au régime iranien demander un visa pour y retourner parce qu'on avait attaqué la mère patrie, quels que soient par ailleurs les sentiments. Comme en 1939-40, il y avait aussi bien des gens de l'Action française que des communistes qui avaient décidé contre leurs appareils, qu'il fallait pas en rester là et qu'il fallait continuer la guerre. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a une vision assez binaire, c'est-à-dire qu'on se dit ceux qui s'opposent au régime sont forcément pour les Américains, pour les Israéliens, etc. Ils vont se ranger bien comme il faut derrière l'héritier de la monarchie, du Shah, Pahlavi. Bon, ça c'est pas mal sur le papier, mais enfin ça va pas être la réalité, quoi. On peut s'opposer au régime tout en derrière, il peut quand même y avoir un réflexe légitimiste derrière le régime à partir du moment où votre rue se fait bombarder, quoi. Bien entendu, c'est un réflexe humain, quoi. Et en plus de ça, le mot Shia Ali, le parti d'Ali, c'est devenu chiite et c'est devenu le mot schisme en français. Il n'y a pas société plus fracturée depuis l'origine. Si on faisait une espèce de collection des 100 pires lettres d'engueulade écrites depuis le début, où les hommes sont capables de s'envoyer des lettres d'engueulade. Sur les 100, il y en aurait 50 de lettres d'engueulade entre ayatollahs, c'est-à-dire entre haut clergé, chiites. Ils n'arrêtent pas de se disputer, mais c'est comme une jonque. Le bateau chinois en bambou, ça craque de tous les côtés, ça grince, mais ça coule pas, quoi. Voilà. Donc, il y a la tradition de vivre, parce que contrairement à l'islam sunnite est une religion sans clergé. Il n'y a pas de clergé. Il y a quelqu'un qui dirige la prière du vendredi, mais si vous regardez ce qui se passe dans une mosquée, ce qui se passe dans une synagogue, dans un temple ou dans une église, dans toutes les grandes religions monothéistes, vous avez le prêtre, le rabbin, le pasteur qui fait face. Et dans la prière du vendredi, celui qui dirige la prière, il est dans le même sens que les filles. Il ne représente pas une réalité différente, il est l'un d'entre eux. C'est un civil qu'on a nommé pour diriger la prière, si vous voulez, c'est une religion sans clergé. Mais les chiites, eux, ont un clergé, mais c'est un clergé qui s'arrête au niveau du cardinal. Il n'y a jamais eu de pape chiite. Pourquoi ? Parce que dans chacun des deux grands pays chiites, c'est-à-dire l'Iran, aujourd'hui 90 millions d'habitants, 90% de musulmans chiites, et l'Irak, 48 millions d'habitants, 70% de musulmans chiites. Chaque fois, il y a deux centres. Il y a Kerbela et Najaf en Irak et il y a Qom et Meshed en Iran. Donc, ils n'ont jamais pu aller jusqu'au dirigeant suprême qui serait le pape du chiisme. Donc, ils ont l'habitude d'être séparés entre eux. Ils n'ont jamais réussi à faire l'unité, mais ils sont capables de s'entendre sur les sujets graves. Et récemment, un chiite arabe, le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'islam arabe chiite en Irak, l'ayatollah, le grand ayatollah Sistani, a pondu une fatwa où il disait que c'était un devoir communautaire que d'aider l'Iran. Vous voyez, quoi qu'il y ait les divisions, parce que souvent, les chiites arabes trouvent leurs frères perses un peu lourdingues, un peu directifs, un peu fais ça et tu verras, tu te porteras mieux. Et alors que c'est pas toujours fatalement le cas. Il y a une distinction entre les deux, mais il y a quand même une unité. Donc, tout ça fait craindre effectivement une montée un peu vers une politique du pire de part ou d'autre ou vers une fuite en avant, quoi. Oui, mais alors ce dont on est en train de parler, donc l'organisation qui semble beaucoup plus horizontale que ce qu'on croit, ça, les services de renseignement typiquement israéliens doivent le savoir, parce qu'ils ont très bien infiltré tout l'État iranien, au point même que c'était il y a quelques années, on apprenait que le chef de la cellule anti-Mossad était lui-même un agent du Mossad. Enfin, il y a tout un tas d'agents du régime qui travaillent pour les Israéliens. Donc j'imagine qu'ils le savent. D'ailleurs, il me semble même qu'ils ont fait fuiter il y a quelque temps une note disant en gros, en substance, qu'on n'allait pas faire effondrer le régime, quoi. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ouais. Par exemple, aux États-Unis, dans les universités, ils ont parmi les meilleurs experts au monde de l'islam chiite. Il y a une bibliothèque entière de livres en anglais sur l'islam chiite. Tous les plus grands livres sur les
les sectes qui sont issues de l'islam majoritaire, c'est-à-dire les courants musulmans hétérodoxes, c'est-à-dire les ismaéliens, c'est-à-dire les chiites duodécimains, les chiites qui s'arrêtent au 5e imam, ceux qui s'arrêtent au 7e, ceux qui s'arrêtent au 12e. Il y a toutes sortes de livres extrêmement savants qui ont été publiés dans les collections, les bibliothèques académiques et universitaires les plus glorieuses aux États-Unis, en Angleterre, Oxford University Press, Yale University Press, Harvard University Press, etc. Mais cette connaissance-là n'arrive pas jusqu'au sommet. Elle n'arrive pas. Le système de pouvoir aux États-Unis, c'est le spoil system, c'est-à-dire que tous les 4 ans ou tous les 8 ans, vous avez les 300 premiers là-haut qui changent, et à chaque fois, il faut recommencer au niveau de l'invention de la roue. J'ai assisté à des réunions, non pas bien entendu au niveau ministériel, mais au niveau des experts du gouvernement des États-Unis. Et il y en avait, alors qu'un kilomètre plus loin, il y avait des gens qui savaient ça par cœur, qui parlaient des chiites libanais comme si c'était une tribu de Sioux ou de Comanches ou de Cheyennes, quoi. Voilà, les deux coexistent. Et donc, il suffit qu'au sommet du pouvoir, il y ait un individu ou un groupe d'individus qui disent « mais tout ça, c'est des sottises », pour ne pas employer un mot plus vigoureux, il suffit de leur taper dessus et vous allez voir, ils vont tomber, etc., pour que cette connaissance-là ne diffuse pas, que la percolation ne se produise pas jusqu'au sommet. Et donc, cette situation-là existe aussi en Israël. J'ai parlé avec d'éminents spécialistes du chiisme et du monde musulman hétérodoxe israéliens, et ils étaient verts de rage parce qu'ils savaient des choses qui auraient permis d'éviter des drames, notamment au Liban face au Hezbollah, et vous aviez des experts, des dirigeants, notamment militaires, qui s'en fichaient, quoi. Voilà. Donc il n'est pas sûr que cette connaissance accessible à tous, il suffit de lire, remonte jusqu'au sommet dans les deux cas. Voilà. Alors essayons de réfléchir une seconde là. Donc on a une espèce d'amibe qui est là, qui est la forme politique organisée du chiisme, qui se fait agresser par un triangle. Ça ne doit pas être la première fois dans l'histoire. Non. Alors, en général, ça s'est passé comment ? Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que cette espèce de résistance passive, c'est très difficile si les gens disent rien, font rien, puis dès que vous avez tourné le dos, ils reprennent leur d'habitude, quoi. Donc, c'est un machin qui renaît presque instantanément, puisque ça vient de la base. C'est-à-dire, s'il y a une révolte contre nos pays, triangulaire, là, automatiquement, cette révolte, dès que les bombardements s'arrêtent, elle reprend pied, quoi. C'est un machin qui vient de... C'est pas puisque, je dirais que c'est pire que ça, ça a été créé pour ça. Oui. Ça a été créé pour ça. Pendant des siècles, les chiites dans le monde arabe et alentour ont été persécutés comme pratiquement les juifs et les protestants, mais sur une beaucoup plus longue durée, l'ont été à certaines périodes de l'histoire de l'Europe. Prenons un pays comme Bahreïn, où je crois savoir, je ne sais pas si j'ai raison, que le shir, là, au sommet, c'est un sunnite, et puis la population est plutôt chiite, je crois. Oui, 70%. C'est là qu'il y a la grande base américaine. Oui, la base de la 5e flotte. La base de la 5e flotte. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, les chiites de Bahreïn se sentent frères avec leurs chiites iraniens ? Alors, oui, c'est-à-dire que comment ça se passe ? J'ai été à Bahreïn, je connais bien, j'ai été traîné pas mal, et puis je me promenais tout seul, donc je pouvais aller où je pouvais. Des fois, on pouvait échapper au cortège un peu officiel et puis aux voitures dans lesquelles on vous case et sans vous dire où vous allez, ce qui est un peu le cas souvent dans la région. On peut se promener tout seul. Alors là, par exemple, dans les quartiers chiites, chaque quartier chiite de Bahreïn était le parrain collectif d'une milice chiite irakienne ou d'une unité du Hezbollah, par exemple. Ah oui ? Voilà. De même qu'en Belgique, il y a des clubs qui soutiennent des coureurs cyclistes ou des supporters de foot. Là, voilà. Donc, tout est assez unifié. Mais ça se passait non pas sous une forme montrant une hostilité quelconque à leurs dirigeants sunnites, mais c'était
la lutte de tous les Arabes contre les envahisseurs, c'était toujours des causes nobles ou des causes humanitaires. Voilà, donc ça se faisait de manière indirecte, de manière à pas attirer les coups de la répression, mais ça se faisait quand même. Donc, le discours que j'ai entendu sur certaines radios et télévisions, que dans le fond, les Arabes sunnites ou chiites, c'était pareil et qu'ils allaient se retrouver un jour tous entre Arabes, ça vous paraît un petit peu théorique? Non. C'est le plus long schisme de l'histoire. Oui, donc c'est peut-être pas de la veille, quoi. Talleyrand avait dit de manière fameuse, la sainte ampoule a été brisée, on ne pourra pas en recoller les morceaux, pour le baptême du roi, l'onction du roi divine. Eh bien là, c'est pareil, donc ça ne se fera pas. Ça serait dû se faire, ça serait fait. Donc ça veut dire que dans les pays arabes en direction sunnite, de la population chiite, là, si par exemple les États-Unis venaient à quitter le Moyen-Orient, ça pourrait changer assez vite. Oui, d'autant plus que ce qu'on dit peu, c'est qu'il y a une minorité. Alors là aussi, il n'y a pas de... Vous savez, ils disent ce qu'ils veulent, mais quand même, au minimum, en Arabie Saoudite, il y a 15% de chiites. Et les chiites sont naturellement au nord de l'Arabie Saoudite, près du Golfe, là où il y a le pétrole, à Dammam et autour. Et donc, juste immédiatement au-dessous de le petit archipel de Bahreïn, juste au-dessous, là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, plus on a vu les Houthis, qui sont eux-mêmes chiites, plus, donc, la région est traversée par des courants historiquement extrêmement anciens, et qu'on n'arrivera pas à faire abandonner, voilà. Donc Ibn Saoud, quand il a créé le royaume, il a pris quelques parties qui étaient plutôt perses, alors? Donc, qui étaient plutôt chiites, qu'il aurait peut-être pas dû prendre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était pas un royaume sunnite qu'il a créé au début, il est allé un peu plus loin avec ses troupes, c'est les sunnites qui ont pris le contrôle des chiites, mais c'était peut-être pas... C'était tous des Arabes, ça faisait partie de la constellation des tribus. Mais il faut remarquer une chose, c'est que l'ancêtre d'Ibn Saoud, c'est-à-dire l'ancêtre du 19e siècle, la première expédition militaire qu'il accomplit dès qu'il a réussi à réunir une dizaine de milliers de guerriers avec les chameaux pour faire un raid, c'est d'aller dans ce qui est aujourd'hui l'Irak et massacrer tout le monde autour du tombeau de l'imam Hussein, quoi. Donc dès le départ, l'attitude des comment dire, intégristes wahhabites a été de déclarer que les chiites n'étaient pas de vrais musulmans, que c'était des chrétiens déguisés, infiltrés à l'intérieur de l'islam. Déjà les gens qui ne respectent pas la vraie religion, ils ont un mot, les musulmans, ils s'appellent les... Vous savez, hérétiques ? Les hérétiques, oui. Non, là, ils disent c'est pas des musulmans. Regardez les 12 imams pour les 12 apôtres, la figure de l'imam Hussein, la figure christique de l'imam Hussein, etc. Donc c'est en réalité, le chiisme est une espèce de ferment chrétien infiltré dans l'islam. Et l'islam le vrai, c'est le nôtre, celui dont... qui tue les chiites. Voilà, et qui a été fondé par le Abd el-Wahhab du wahhabisme en Arabie Saoudite, dans ce qui est devenu depuis l'Arabie Saoudite. Donc on a peint un truc, donc il y a une force qui s'appelle le chiisme, qui est toujours présente, sous-jacente, et qui est à l'heure actuelle attaquée de façon assez violente. Comment ça va se terminer, dites-moi? Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est que bon, les États-Unis peuvent dire, écoutez, j'ai rasé l'Iran, je m'en vais, j'ai gagné. Mais s'ils font ça, à ce moment-là, leur protection militaire au Moyen-Orient ne vaut pas tripette. La première hypothèse, c'était une hypothèse à la vénézuélienne. Oui, à savoir qu'on fait un coup d'État pour virer ou alors arrêter ou alors tuer... virer pour Maduro et tuer pour Khamenei, et puis après ça on laisse pour l'essentiel le régime en place et à charge pour lui de se voilà, débrouillez-vous, mais à partir de maintenant vous êtes sous contrôle, à savoir que nous les États-Unis on vous dit à qui acheter et vendre votre pétrole, voilà, c'est en gros ça. Alors ça à la limite n'était pas infaisable, puisque de ce qu'on entend une fois de plus par des gens qui sont sur le terrain et qui parlent eux-mêmes à des hauts dignitaires de la République islamique d'Iran, c'est que depuis quelques années, les gardiens de la révolution
plus ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on parle des gardiens de la Révolution, mais c'est une des 2 milices du régime. La deuxième, qui s'appelle les Bassidji, la mobilisation populaire, c'est 400 000 hommes. 400 000 hommes en civil. Ce qui fait que, à la limite, même si les Marines débarquent, ils ne sauront pas, il y a des types en costume cravate, littéralement, ou en djellaba ou Dieu sait trop quoi, mais qui ne sont pas en uniforme. Les gardiens de la Révolution, encore bon, ils sont en uniforme, on peut les repérer, on peut éventuellement les tuer, mais les Bassidji, et c'est 400 000 hommes. Donc, plus le réseau des mosquées, donc je l'ai dit, un mollah pour 300 habitants. Donc, ils ont eu 40 ans pour se préparer à ça. Ils savent depuis le départ que ce qui leur est arrivé en Iran, l'humiliation de la prise de l'ambassade, des prises d'otages qui a duré 444 jours, si ma mémoire est bonne. Et donc ça, ils ne l'ont jamais supporté. Ils ne veulent pas de ça, ils ne le supportent pas, et les États-Unis ont décidé d'en revenir. Donc les Iraniens, qui ne sont pas forcément idiots, le savent depuis le début, et tout ce qu'ils font depuis la révolution islamique vise à se protéger contre ce qui est en train de leur arriver maintenant. C'est-à-dire que l'hypothèse du pire, elle est là. Alors on me dit également que non seulement l'hypothèse de décapiter un régime en disant c'est en forme de pyramide, comme chez nous, c'est tout pareil, c'est comme à Milwaukee, alors on prend le chef de la tribu, puis les 2 adjoints du chef de la tribu, on les tue, et puis après ça, les peaux rouges se démontent. Ça a forte chance d'être, pour le dire gentiment, trop optimiste. Mais deuxièmement, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les principaux dirigeants du régime iranien ont 7 niveaux de succession au-dessous d'eux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont il est prévu qu'il le remplace, celui qui est tué, puis le remplaçant, lui-même un remplaçant, etc. Avec, bien entendu, des consignes que tout le monde connaît partout, puisque c'était déjà le cas dans un domaine qui, grand Dieu du ciel, n'a strictement rien à voir. L'ETA, le groupe terroriste au Pays Basque, chaque fois que quelqu'un devenait le chef d'un commando de l'ETA, son successeur est dénommé le jour même, avec interdiction formelle aux 2 de se trouver dans la même pièce et dans la même ville, de manière à protéger le successeur quand il arrivera au pouvoir. Donc ces méthodes-là sont connues dans le domaine de la clandestinité, de la guérilla et de la lutte armée, et ce qui fait que cette résistance, cette capacité de résistance du régime aux attaques, plus quelque chose qui est implanté au cœur de la population, c'est le goût du martyre. Il semble avéré que plusieurs des dignitaires de la République islamique d'Iran auraient pu se protéger mieux qu'ils ne l'ont fait, parce que il faut que ceux qui nous écoutent et qui nous voient aujourd'hui comprennent une chose. Pour les fanatiques fondamentalistes, aussi bien dans l'islam sunnite que de l'islam chiite, il y a cette vérité première que le jour où ils sont nés, Dieu a décidé du jour et de la date de leur mort, que c'est prévu, que c'est écrit. En arabe, mektoub, c'est écrit, c'est dit, une fois pour toutes. Et par conséquent, pourquoi se protéger ? Puisque Dieu lui seul décide du jour de ma mort. Le Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, quand il était à bande de Gaza, il circulait dans les rues en disant « Mais je sais, Dieu, là, il sait le jour où je vais mourir. Donc pourquoi je me protège ? C'est absurde. Netanyahou ou qui que ce soit n'y peut rien, puisque Dieu l'a décidé. » Dans cette condition-là, il est difficile d'arriver à semer la peur. Une fois de plus, hein, je ne suis pas de ceux qui pensent ça, mais eux le pensent, sincèrement. Et pour avoir discuté avec des gens de cette nature-là, ça leur confère un calme et une sérénité incroyable. Dieu a, c'est prévu, mais bon, alors, c'est écrit. Donc ça, vous avez fort bien décrit le côté confessionnel, le côté religieux, le côté sociologique presque de la société iranienne, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc on a un conflit de civilisation, mettons. Oui. On peut appeler ça comme ça. Si je vous écoute, je réfléchis, je me dis, bon, la chose la plus logique, c'est que ça reste calme en Iran, qu'il ne se passe rien, et qu'au bout d'un certain temps, les Américains qui n'ont pas un temps, qui ont du mal à rester fiqués sur le même sujet, décident que ça va bien, qu'ils s'en vont. Alors, je voulais continuer un peu sur ce que vous avez dit, qui est très important, qui est que le degré d'observation des uns et des autres n'est pas le même.
ce que, en son temps, Oussama Bin Laden a entamé, c'est-à-dire frapper l'Empire américain en plein cœur, a pu durer une décennie entre le moment où il l'a commencé et le moment où il a été rattrapé quelque part au Pakistan et tué, n'aurait pas dû durer plus de quelques mois. Et pourquoi ça a pu durer ? Parce que, en matière d'hostilité entre les êtres humains, quel est l'être humain qui est le plus dangereux ? Je vais l'expliquer par une métaphore tauromachique. Vous avez un taureau qui est lâché dans l'arène. Il est censé n'avoir jamais vu un être humain. Alors, il se laisse prendre au piège de la cape rouge et à la fin, il se laisse amener où on veut et le tuer. Il y a très peu d'accidents mortels dans l'histoire de la guérilla. Dans l'histoire de la corrida, pardon. L'accident mortel, c'est toujours avec un taureau qui a déjà été toréé. Manolete a été tué par un taureau qui s'appelait Islero. Pourquoi ? Alors après ça, on a fait une enquête et on a découvert que des gamins dans le village où ils étaient censés pas, les taureaux sont dans la nature, des gamins avaient joué avec le taureau avec une cape rouge. Ils s'en souvenaient. On couillonne pas un taureau 2 fois, donc la deuxième fois, bam, ils foncent sur le bonhomme. Oussama Bin Laden a été en contact avec la CIA à Peshawar et de l'autre côté. Et donc, c'est un taureau qui a déjà été toréé. Quand il monte une opération américaine, il la monte en disant « Mon ami John Smith de la CIA, comment il réagirait à ce que je peux faire ?» Et donc, le taureau qui a déjà été toréé est extrêmement dangereux. Et donc, comme tous les dirigeants de la République islamique d'Iran sont des gens qui ont étudié aux États-Unis, qui ont les plus brillants diplômes de la société américaine. Et leurs enfants y étudient encore. Et voilà, exactement. Ce sont des taureaux qui ont déjà été toréés. Ils ne vivent pas cette ignorance de l'islam chiite par l'appareil d'État des États-Unis. Je le répète, il y a des gens aux États-Unis qui connaissent le chiisme mieux que quiconque. Il y a des universités entières qui sont consacrées à ça. Et même quand vous atterrissez à Kennedy Airport à New York et que vous allez vers le centre-ville, quand vous entrez dans la ville de New York, sur la gauche, il y a une grande mosquée bleue. C'est une grande mosquée chiite. Ils les ont chez eux, ils le savent, ils pourraient les étudier. Voilà. Et pourquoi ils ne le savent pas ? Pas parce que, en gros, il suffit de dire que Saddam Hussein a la bombe atomique et de lui taper dessus et ça marche. Eh ben voilà. Tandis que de l'autre côté, ils ont été étudiés avec passion par tous ceux c'est très intéressant ce que vous dites. Essayons de réfléchir. Vous êtes un chiite, vous connaissez très bien les États-Unis. Les États-Unis sont en train, avec Israël, de vous taper dessus. En essayant de se mettre dans la peau d'un chiite, dans la réflexion d'un chiite, quelle est la réaction ? C'est de faire l'oursin, non ? Je bouge plus. Oui. Les États-Unis se lassent toujours. Oui. Et puis, en plus de ça, ils se sont lassés au Vietnam, ils se sont lassés en Somalie, ils se sont lassés en Afghanistan, ils se sont lassés au Liban, ils se sont lassés en Irak. Et ben voilà, il suffit que d'attendre. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même une dimension dont on parle peu à l'heure actuelle, mais qui est importante, et qui notamment explique ce fait militaire crucial de l'extrême précision des frappes iraniennes sur les radars, etc., depuis le début de la guerre. C'est qu'il semble que une partie importante de l'électronique et du système numérique iranien soit maintenant connectée avec les systèmes de satellites chinois, qui produit 3 faits. Premièrement, beaucoup plus grande difficulté à brouiller les communications iraniennes, beaucoup plus grande difficulté à les intercepter et donc précision des tirs. Voilà, donc il y a des alliances discrètes qui se sont nouées et qui font que cette affaire-là n'est pas... on ne peut pas les écraser si rapidement que ça, quoi. J'observe une chose, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dit dans nos médias, c'est qu'au début, les porte-avions américains sont arrivés devant le détroit d'Ormuz, de l'autre côté, dans la mer d'Oman, en disant « Coucou, on est là ». Tout à fait, l'Abraham Lincoln. Et là, l'Abraham Lincoln, il est où aujourd'hui ? Parce que maintenant, les satellites chinois... il est en plein milieu de l'océan Indien, il a reculé de 2000 km. Non, il est au sud du sultanat d'Oman, au large de Salalah, presque à la frontière du Yémen. Il est là, 1200 km plus bas. Okay. Pourquoi ? Parce que, disent les experts sur place aussi, il y a un de ces ravitailleurs maritimes
qui a été un bateau ravitailleur pour le fuel ou tout ce que vous voulez, qui a été tapé quand même assez près de l'Abraham Lincoln, et donc ils ont pris la décision de le reculer. Quelles conséquences ça a ? Les avions qui décollent de l'Abraham Lincoln, on les voit, et qui vont bombarder l'Iran ne peuvent plus le faire par leur propre réserve. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes ravitaillés en vol. Ça fait 2400 km, 1200 km pour être sur zone et 1200 km pour revenir. Les chasseurs, les avions, les bombardiers n'ont pas cette capacité-là d'autonomie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours sur une base qui s'appelle la base Prince Sultan, qui est en Arabie Saoudite, au milieu du pays, les ravitailleurs aériens américains, les KC-135, ont été attaqués par une rafale de missiles et qu'il y en a 3 sur 5 qui ont été détruits. Donc vous voyez que là, il y a une espèce de jeu complexe et l'avis des experts militaires qui sont sur place disent que ça n'est pas possible que l'Iran fasse ça tout seul. Voilà, qu'il y a des gens par derrière. En plus de ça, autre alliance importante et discrète de l'Iran, la Russie. Et la Russie est très partagée dans l'affaire en question parce que il y a 2 millions de juifs russophones en Israël. Donc, c'est pratiquement un pays dans lequel, dans la population juive, la moitié est russophone ou quelque chose comme ça, qui soit d'origine russe ou ukrainienne, quoi. Donc, vous avez ce fait-là, mais malgré tout, j'entends dire que les Russes partagent avec les Iraniens toute la connaissance sur les systèmes de missiles et antimissiles des Ukrainiens, c'est-à-dire en gros ceux qui ont été fournis par les Occidentaux à l'Ukraine. Donc cette science-là du brouillage, de la parade, de la contre-attaque, etc., est partagée avec les Iraniens qui ont un espèce de pool d'informations stratégique qui leur arrive et sans qu'il y ait d'intervention, si vous voulez, manifeste sous forme d'envoi de troupes ou de n'importe quoi. Voilà, on voit complètement cette guerre des drones entre la Russie et l'Ukraine qui se déporte sur le théâtre. On a les experts en drones ukrainiens qui vont arriver dans le coin. À l'inverse, on a aussi les Russes qui eux-mêmes bidouillent les Shahed 136 qui vont en fournir aussi aux Iraniens. Enfin bref. Puis il y a les Américains aussi eux-mêmes qui ont bidouillé leur propre drone, lui-même inspiré du Shahed 136, le fameux Lucas qui fonctionne avec la connexion SpaceX. C'est très intéressant aussi cette évolution-là sur le plan militaire. Alors, il nous reste 13 minutes. Enfin, on peut dépasser aussi un petit peu. Non, mais là, vous avez décrit la situation. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que 20% du pétrole mondial passait par les détroits, là. Et 25% du gaz. 25% du gaz. Et une grosse partie pour les engrais. Voilà, plus de 30% des engrais. Les engrais. Donc, nitratés. Donc, la question c'est, est-ce que les Iraniens peuvent organiser un système où, dans le fond, ils laissent passer leurs amis dans le Golfe et dans le détroit, là, mais ils empêchent les bateaux ennemis, c'est-à-dire les bateaux européens ou américains, de passer? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire techniquement? Est-ce que technologiquement, c'est faisable? Très difficile. Comme vous le savez, je ne trahis pas de secret, la France a une ou des bases dans la région, et puis dans les bases, il y a des gens dont c'est le métier. On fait peu la guerre dans l'armée, mais on la prépare au quotidien. Donc, débarquement... alors, d'abord, on a parlé de l'île de Karg. Oui. L'île de Karg n'a rien à voir avec le détroit d'Ormuz. Elle est 600 km au nord. Donc c'est là où il y avait, dans le fond, les équipements pétroliers de l'Iran. Voilà. Alors on peut la bombarder, on peut la détruire, mais en sachant à ce moment-là, que restera-t-il de l'équivalent de Karg pour l'Arabie Saoudite, pour le Koweït, etc. Et pour le Qatar. Voilà, pour le Qatar. Le Qatar, c'est surtout du gaz. Et donc... voilà, il y a déjà une grande difficulté parce que de ce qu'on me dit aussi par des gens qui vivent sur place et qui sont sur place, les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe sont foudrages parce qu'on leur avait vendu l'idée d'une opération chirurgicale qui durerait 2-3 jours, quoi. Et à l'heure actuelle, non seulement ils prennent des coups, mais les coups
durcissent tous les jours. Mais ils viennent de faire sauter une partie de l'installation gazière Voilà. hier du Qatar. Exactement. Ce qui est quand même pas une bonne idée. Hein. Et il y a 3 éléments qui rendent cette région-là du monde infiniment fragile. Premièrement, le fait que si on tape la grande usine de dessalement d'eau de mer qui, par définition, se trouve au bord du Golfe, parce que pour faire de l'eau douce, il faut de l'eau salée, et puis après ça, on la dessale. Donc, il y a un énorme pipe qui conduit ça depuis le Golfe jusqu'à la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. Si jamais cette usine est tapée et détruite, la ville de Riyad commence à mourir 48 heures après. Il faut se partir, mettre les gens dans des autocars et dans des avions et les faire partir. Premièrement. Deuxièmement, le monde moderne ne peut pas fonctionner sans des centres de données, data centers. Il y a 2 data centers importants qui ont été tapés là dans les jours qui viennent de s'écouler, l'un à Bahreïn, l'autre aux Émirats Arabes Unis, et il y a déjà des banques qui commencent à ne plus fonctionner à Dubaï. Voilà. Troisièmement, la mer Rouge, le Golfe et la côte là, avec Oman et puis en dessous le Yémen. C'est par là que passent toutes les autoroutes de l'information, tous les gros câbles où circulent 90%, le reste par satellite, mais 90% par câble sous-marin de toutes les communications entre l'Europe et l'Afrique et l'Asie. C'est-à-dire que si jamais les câbles en question sont coupés ou détruits, le téléphone, toutes les données boursières, financières, etc., sont condamnées à 90% entre l'Europe et l'Asie. Il va falloir qu'elles passent par ailleurs. Non, oui, mais là, les câbles passent par là, donc on fait pas circuler des câbles comme ça dans la semaine, quoi. Voilà. Ah ben non. Donc, il y a une entreprise française très importante en la matière, donc je connais son directeur du personnel, il me dit que là, il y a une fragilité quand même, hein, voilà. Mmh. Donc on avait une région qui était, pour parler en termes Nassim Taleb, là, extraordinairement fragile. Et très bien adaptée au monde moderne, mais extraordinairement fragile. Fragile pour le domaine économique, fragile pour l'information, fragile politiquement, etc. Et on est allé taper sur un truc très fragile en espérant, comme ça, vu avec le retard, le recul, c'était peut-être pas une bonne idée, non? Essayez de donner un coup de pied dans une fourmilière. Alors, vous tuez peu de fourmis, ou un nid de guêpe. Vous tuez peu de fourmis ou peu de guêpes, mais vous les dispersez toutes. Oui. Voilà. Deuxièmement, il n'y a pas que ces critères d'immédiateté qui comptent. Il y a le fait que quelque chose a été entamé dans l'Eurasie, voilà déjà pratiquement plus de 10 ans, qui consiste à sortir le commerce mondial, notamment dans le domaine de l'énergie, du dollar. Ouais. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que à l'heure actuelle, ce qui passe encore aujourd'hui par le détroit du Golfe, ce n'est pas un critère de nationalité qui permet le passage, c'est que pour les tankers, que la cargaison a été payée en yuan et des monnaies chinoises et non pas en dollars. C'est-à-dire qu'on voit très bien que l'Asie, qui se fait couper du pétrole du Moyen-Orient, essaye d'organiser une espèce de poche où, dans le fond, moi, je peux recevoir mon pétrole à condition que vous le payez. Donc, que vous le payez en yuan, ce qui veut dire que la Chine, à ce moment-là, la Banque centrale, se retrouve dans une position de puissance très forte. Si elle donne des swaps à un pays pour avoir des yuan, le pays peut s'acheter du pétrole. Si elle ne donne pas de swap, le pays ne peut pas s'acheter du pétrole. Donc ça donne un élément de puissance à la Chine qui n'est pas triste. Hein. Vous allez voir, mon cher Charles, que par une amusante coïncidence, voyez-vous, parce que les Chinois jouent toujours très longtemps à l'avance, en 2022, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert aux pays du Conseil de coopération du Golfe la possibilité de faire leurs échanges sur le marché de Shanghai. Sur la bourse de Shanghai. Donc ils ont un marché à terme du pétrole à Shanghai, et tout le monde s'est démarré parce que le pétrole c'est toujours traité à Chicago. Il semble que d'ici quelques temps, le pétrole sera traité à Shanghai.
Moins à Chicago, pour être nuancé, moins à Chicago et plus qu'avant à Shanghai. Voilà, exactement. Donc c'est ça la situation. La situation, elle pose des problèmes sur le long terme, elle pose des problèmes géopolitiques, sur le court terme, elle pose des problèmes stratégiques et d'accès à l'énergie d'un nombre de pays. Alors si je devais poser une question comme ça maintenant très brutale, c'est bon, vous avez des gagnants et des perdants. Si je devais vous demander comme ça, stratégiquement, politiquement, etc., qui sont les gagnants et les perdants de toute cette bagarre? Alors, dans cette affaire-là, en tout cas, je vais être dur. Comment dire? Non, mais voilà, c'est toujours le diagnostic, quoi. Absolument. Moi, je suis à distance et je dis que sur ce coup-là, l'équipe Trump a intérêt à ne pas se rater, quand même. Voilà, ça c'est évident. Mais en même temps, quand deuxièmement, vous écoutez, je me dis, les Israéliens, c'est presque impossible qu'elle ne se rate pas. Je vois pas. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas de solution simple. Deuxièmement, les Israéliens ont une habitude, je dirais millénaire, hein, c'est biblique, de négocier avec les Perses. Donc je suis pas inquiet pour eux parce qu'à la fin, surtout quand les Perses étaient en position de force, d'ailleurs. Oui, mais ok. Donc là, mais malgré tout, voilà. En plus de ça, effectivement, pour Israël, il y avait l'attaque du Hamas qui était impardonnable et intolérable, et donc ils ont réagi comme ils pensaient devoir le faire. On peut pas, je veux dire, on peut se demander à un moment donné si dans l'esprit de Trump, pour de la part de Trump, c'était pas une foucade, mais de la part des Israéliens, non, c'est vital, c'est existentiel, si vous voulez. Mais je crois que les liens sont tous sauf rompus entre Netanyahou et Poutine. Et jusqu'à une date récente, ils se sont vus régulièrement. Et donc là, il y aura toujours, une négociation est possible et puis une coexistence sous un mode ou sous un autre peut être trouvée. Ne serait-ce que, par exemple, en sacrifiant le Hezbollah une bonne fois pour toutes. Mais je dirais, les gens du Hezbollah, ils sont prêts, ils sont sous l'autorité de gens qui peuvent leur demander de se transformer en une espèce d'organisation non gouvernementale, d'assistante sociale pour aider la population chiite. Ça peut se faire comme ça rapidement. Ils prendront les ordres. Mais pour les autres, d'où la grande puissance des Européens qui connaissent quand même mieux la région que de 12 000 kilomètres de distance les Américains, d'où la grande méfiance d'aller s'engager dans les histoires du détroit d'Ormuz. Ouais. Il y a des fondamentaux militaires, des gens qui ont des capacités de direction tirées de l'école de guerre française disent un front de 80 kilomètres, c'est une division pour la tenir. 12 000 hommes. Comment vous mettez... Parce que le détroit d'Ormuz est tellement étroit à certains endroits, quand vous êtes dans les Émirats du Nord, des Émirats Arabes Unis, à Ras Al Khaimah ou à Al Quwain, la nuit, vous voyez briller les lumières des premières villes de l'Iran. Quoi. C'est 40 bornes. En plus de ça, le Golfe... Alors les gens considèrent que un espace maritime, c'est un espace maritime. Non, le Golfe est une flaque. La profondeur maximum du Golfe, c'est 40 mètres. Ouais. Le tirant d'eau de l'Abraham Lincoln, c'est 38 mètres. Comment? Vous ne pouvez pas le faire rentrer. Il a 2 mètres d'eau sous la quille. Il suffit d'une petite vedette des gardiens de la Révolution, il risque de s'échouer, quoi. S'il est menacé par ça. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel on manœuvre aisément. Ouais, Deuxièmement, l'île de Karg et l'autre île beaucoup plus proche, alors là, juste en regardant vers le nord depuis Dubaï, c'est ça qu'on voit en Iran en premier, l'île de Reshm. Et l'île de Karg, on n'y débarque pas comme on a débarqué en Normandie. C'est-à-dire en ayant de l'eau jusqu'à la taille, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux chevilles, et puis bon, il y a les Allemands qui vous tirent dessus. Là, c'est des fonds. Donc, les experts des forces spéciales des pays de la région disent 2 possibilités pour investir ces îles-là. Premièrement, les bateaux amphibies. Deuxièmement, les parachutages. Si vous parachutez des troupes sur
un espace de terre où vous avez au moins une partie de la population qui est fanatisée, les infidèles arrivent, etc., vous avez le premier jour de lourdes pertes. De lourdes pertes dans 2 mois, s'ils arrivent à une solution militaire dans 2 mois, c'est de lourdes pertes, 500 morts, je ne sais pas trop quoi, aux États-Unis en fin avril ou début mai, avec les élections de mi-mandat en novembre. J'y crois pas une seconde. Oui, déjà. Alors là, c'est intéressant. Pour le moment, il n'y a pas une très très grosse défiance de l'opinion américaine par rapport à ces interventions. Mais enfin, pour le moment, on est sur des bombardements. On n'est pas sur des boots on the ground comme ils disent. Donc, je regardais pas plus tard que ce matin, c'est à peu près 80-90% même de la base MAGA qui est favorable à cette intervention en Iran. Après, effectivement, avec des lourdes pertes comme ça va pas être la même chose. Plus le prix de l'essence. Voilà. C'est ça aussi, quand on disait les Américains ils se lassent déjà quand il se passe pas grand chose. Là, d'après Bloomberg, par exemple, si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant 3 mois, c'est le baril à $160. Et aujourd'hui, ça commence déjà à être salé pour les particuliers américains. Ce qui n'est pas dramatique pour les États-Unis, parce que ça fait la fortune de Dallas et ça ruine New York. Et les électeurs de Trump sont plutôt à Dallas ou à Houston qu'à New York. Mais pour l'Europe, c'est un désastre absolu, parce que alors, en plus, si on a perdu 30% du gaz qui arrivait 17% du gaz qui arrivait du Qatar, et si les États-Unis, par un hasard mystérieux, décident que leur gaz, ils vont le garder pour eux et qu'ils vont cesser de nous l'exporter, à ce moment-là, on est... En plus de ça, si vous voulez, pour moi, ça sera la conclusion. Les peuples existent. Ils ont une mémoire à long terme. Vous vous rendez compte que là, vous avez un pays... Alors, ma culture personnelle est plutôt laïque, donc je ne me roule pas par terre en disant ça, mais on a quand même attaqué un pays musulman en plein Ramadan. L'Iran est un pays musulman, il a été attaqué en plein Ramadan. Que penseraient les Européens si on attaquait le Vatican dans la semaine entre Noël et le Nouvel An ? Enfin, je veux dire, il faut réfléchir avant de faire ça, parce que les séquelles peuvent être extrêmement durables. Les musulmans l'avaient fait aux Juifs avec Yom Kippour. Oui, mais c'est pas... Ça fait partie des saloperies qu'on peut faire, mais en effet, ça laisse pas de bons souvenirs. Non. C'est-à-dire que ça a marqué durablement... Même pas dans le domaine de la revanche, mais dans le domaine de ce qu'il y a au-delà de l'intelligence, au domaine des réflexes. Ça a fait tiquer la population israélienne, même non pratiquante, même non croyante. On ne fait pas une saloperie pareille le jour de Kippour, quoi. Mais non, c'est tout à fait. Voilà. Parce que, donc, alors, on a beaucoup parlé de ce qui se passait là-bas. On va essayer d'en tirer des conclusions économiques dans la réunion qu'on va avoir tous les deux. Sur l'université de l'épargne. Sur l'université de l'épargne, mais on le mettra peut-être à la disposition aussi des gens de l'Institut des libertés. Mais ça a quand même un certain nombre de conséquences économiques que je voudrais souligner ici. La première, c'est qu'il y avait un capital énorme qui avait été investi aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, etc., en aéroport, en système de transport, en système de données, etc. Ce capital, on peut dire que d'une façon ou d'une autre, il est devenu extraordinairement à risque et on peut lui mettre une valeur de 0. Je veux dire, les gens qui avaient investi là-dedans... Il y a une sacrée décote, là. Il y a une sacrée décote. Si vous voulez racheter de l'immobilier à Dubaï, ça ne doit pas être cher aujourd'hui. Et donc, une partie importante de ce capital va être détruit ou abîmé ou rendu inutilisable, ce qui va appauvrir la région. Donc, il va y avoir quand même une baisse du niveau de vie de façon générale dans le coin, parce que ça me paraît pas... Si je peux faire un petit correctif, il y a celui-là. De manière d'ailleurs charmante et naïve, quand l'argent a commencé à s'accumuler aux Émirats Arabes Unis, Cheikh Zayed a dit qu'il nous faut une tirelire, parce que moi je vais essayer de faire un État à partir de ces petits... C'est là où il a fait venir mon copain Rahman Larmaki qui a créé... voilà, l'ADIA. Abu Dhabi Investment Authority. Donc alors l'ADIA aujourd'hui c'est 1200 milliards de dollars. Alors, ils ont du pognon. Ouais. Mais il est investi ce pognon. Oui, s'il faut rebâtir Abu Dhabi, ils vont vendre leurs obligations françaises. Donc je veux dire que... Ah, ça c'est autre chose. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est l'étape suivante, c'est qu'ils vont tirer sur leur tirelire et que leurs tirelires, elles sont beaucoup investies dans nos marchés obligataires. Oui. Et donc que les taux d'intérêt vont monter chez nous. Et que si les taux d'intérêt montent en France,
eh ben, on peut pas les payer parce qu'on n'a pas les sous, quoi. Parce que c'est le. Donc, je vais essayer de dire, c'est que l'une des conséquences, c'est que dans le fond, le ricochet de la conséquence logique, c'est de penser que les social-démocraties qui se finançaient pour vivre au-dessus de leurs moyens, avec l'argent qui venait des gens qui avaient que Dadia. Oui. Donc, ça veut dire que on a un gros problème. Les gens qui ont des cash flows négatifs, en quelque sorte. La machine va s'inverser. La machine va s'inverser, donc les taux d'intérêt réels vont monter, et donc on va en prendre plein la gueule. Ils commencent déjà à monter en France. Hein. Ils sont passés de 3,3 à 3,7 en l'espace de quelques semaines. Hein. C'est pas rien. C'est beaucoup, 40 points de base. Hein, oui, pour de la dette à 10 ans, ouais, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Donc, c'est un premier effet. C'est-à-dire qu'on peut penser que. Et je vais terminer avec cette conclusion financière, mais qui est pas. Imaginez que ça se termine bien, que tout s'arrête. À ce moment-là, il va falloir reconstruire la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran. Et Israël, parce qu'ils ont pris. On en parle peu dans les médias parce qu'il y a un blackout, mais donc, il va falloir. Donc, il va y avoir une partie importante de l'épargne excédentaire va servir à reconstruire la région. Donc, les taux d'intérêt vont monter. Et si ça se termine mal, les taux d'intérêt vont monter parce qu'il va faire bouffer ils ne produiront plus rien, il faudra faire bouffer les populations locales avec les réserves. Les âmes simples disent « pile je gagne, face tu perds ». Oui, c'est ça, mais c'est exactement. Donc, quand je regarde ça, je me dis, dans le fond, il y a... Vous savez, dans une chaîne, on dit toujours que ce qui pète le premier, c'est le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est les gens qui ont besoin d'emprunter, parce qu'ils vont payer beaucoup plus. Et donc, je dis aux gens... Dans les marchés financiers, vous pouvez acheter deux choses et deux choses seulement. La première, c'est un contrat. Je vous prête de l'argent et puis vous me rembourserez, on se met d'accord sur les... Et la deuxième, c'est un titre de propriété. Donc, avoir des contrats en Europe ou aux États-Unis, aujourd'hui, il faut être fou comme un lapin. Il faut avoir que des titres de propriété si on doit avoir quelque chose. Donc, c'est une conclusion assez simple, c'est-à-dire si vous voulez avoir des contrats, ayez-les en Asie, ayez-les en Amérique latine, mais les ayez ni en Europe ni aux États-Unis. Ça me paraît, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps, mais il est curieux de voir comment chaque crise déclenche dans le fond des conséquences qui sont prévisibles pour celui qui est le plus fragile. Et je crois que les conséquences qui est le plus fragile, sur celui qui est le plus fragile, c'est que ça nous amène tout droit à une hausse des taux d'intérêt. Oui, complètement. C'est ça, si je peux tirer une conclusion, c'est celle-là, quoi. Quel que soit le scénario d'ailleurs, hein, même si... Même tout se passe bien, ça monte. Oui, tout à fait. Donc, Et si ça se passe pas bien, c'est encore pire, parce que nous, on va actionner tout un tas de leviers pour dire c'est l'État qui paye, pour éviter d'avoir le gaz qui fait x4. Mais encore faut-il que si on n'a plus la DIA pour nous prêter, où est-ce qu'on va trouver le pognon ? Bon, on va arriver à ce moment-là à un déficit à 2 chiffres. Hein. On va arriver à 10%, mais ce qui passera à ce moment-là, c'est qu'on va dire à la BCE, il faut imprimer. Mais s'ils impriment, ce qu'ils feront, l'euro va tomber à 50 cents du dollar, et on paiera beaucoup plus cher notre pétrole, donc on continuera à s'appauvrir. Donc on est arrivé à un moment où vraiment, on se dit, oui, les deux branches de la tenaille, là... sont en train de se fermer, on sent que... Oui, je crois que pour nous, là, il n'y a pas de scénario... La consommation en Europe, ça ne va pas être la joie. Non, probablement pas. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que toute la région s'attendait, tout le monde était prévenu. Je devais aller pour préparer une conférence à Bagdad. Et mes correspondants à Balama m'ont dit non, parce qu'on va peut-être être obligé de fermer l'aéroport, donc reste à Paris, autrement on t'accueille, mais on ne sait pas quand te faire repartir. Voilà. Donc, vous voyez que c'était prévu. C'était attendu, en tout cas. Oui, voilà. Attendu. Et donc voilà, écoutez, ça veut dire aussi, et là je continue à tout dire, mais ça veut dire que les centres financiers qui étaient en train de se créer, qui étaient au début de leur existence à Bahreïn, à Dubaï, etc., à Abu Dhabi, ça va faire la fortune de Singapour, de Hong Kong et de l'île Maurice, quoi. Alors, d'autant plus que les Iraniens ne s'y sont pas trompés, et un des premiers quartiers qui a été tapé à Dubaï, c'est DIFC, Dubai International Financial Center, c'est-à-dire le centre financier zone franche urbaine, voilà, qui a été tapé en premier. Voilà. Donc ils ont envoyé un petit message là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Xavier. C'est pas très gai. Mais on n'est pas là pour rigoler. Hein. Vous savez, des fois, quand il y a des attentats et tout, alors à ma salle de gym ou dans le métro, il y a mes gens qui disent « Ouais, c'est pas drôle ce que vous dites ». Et je leur ai fait toujours la même réponse. Je dis « Le jour où ça ira bien, je le dirai aussi ».
Et en 50 ou 60 ans de carrière, vous avez eu pas l'occasion de le dire, quoi. Si, oui, j'ai même annoncé des fois à un ministre qu'il y avait des formes de terrorisme qui allaient disparaître quand la fraction armée rouge en Allemagne a déclaré quitter la lutte armée, quand les brigades rouges ont quitté la lutte. Des fois, les criminologues même peuvent annoncer de bonnes nouvelles, vous savez, mais c'est pas effectivement le plus fréquent. On ne vous interviewe pas à ce moment-là. Vous intéressez personne. Non, c'est vrai. On ne s'intéresse qu'aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Tout à fait. Ben écoutez, merci beaucoup. Et puis, comme toujours, je l'avais fait aussi, il y avait notre ami Juvin qui était là de temps en temps, mais compte tenu du fait qu'il est en train de se passer plein de choses, on vous redemandera peut-être de venir un de ces jours. Quand vous voulez. J'y suis prêt parce que je sais qu'avec vous, ça débouche sur des choses concrètes. On brasse pas des grandes idées en l'air, mais à la fin, il y a des conséquences qui intéressent la vie concrète des gens. Vous savez, mon but dans la vie, c'est d'apprendre aux gens à gagner de l'argent sans travailler, ce qui est quand même un but qui est noble. Ce qui demande énormément de travail. Ce qui demande de notre part énormément de travail, mais qui est un but noble parce que s'ils arrivent à cet état parfait de gagner de l'argent sans travailler, ils sont libres. Ben oui. C'est quand même la meilleure des choses. C'était la conclusion. C'était la conclusion. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Roffer, d'être venu. Vous êtes, comme dit Charles, toujours le bienvenu sur cette chaîne. Peut-être que vous reviendrez d'ici quelques semaines si la situation demeure. Voilà, s'il se passe quelque chose ou si tout simplement on continue dans les rails qu'on est en train de prendre. Et sur ce, je vous remercie aussi à vous de nous avoir suivis lors de cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup. Merci Xavier.